Chers élèves, bienvenue dans ce cours du déconfinement numéro 11, séquence 6, réécrivant Don Juan comme d'habitude. Commençons par un petit rappel des cours précédents. Qu'est-ce que le théâtre? Le théâtre est un spectacle dans lequel des comédiens jouent un texte. Ça, c'est la définition minimale, disons. Ce qu'on avait vu, surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le spectacle théâtral est toujours plus important que le texte. Le texte de théâtre, celui par exemple ici de Don Juan, écrit par Molière, n'est qu'un support, finalement, pour qu'il puisse y avoir un spectacle théâtral mis en scène par un metteur en scène, joué par des comédiens, etc. Voilà. Bon, nous, en cours de français, pour des raisons de praticité, disons, nous étudions souvent les textes. Mais il faut se souvenir que ce qui importe au théâtre, c'est le spectacle final, celui qui est joué sur une scène par des comédiens. Voilà. Ensuite, on avait commencé à introduire les grands enjeux de la pièce Don Juan. Il faut savoir que Don Juan, c'est certes un séducteur, mais c'est un séducteur parce que c'est un aristocrate qui se dit libre penseur. Alors on verra plus tard ce que ça signifie vraiment au XVIIe siècle de se dire libre penseur. Mais ici, tout simplement, on peut commencer par dire que un libre penseur, c'est quelqu'un qui pense par lui-même. Et donc il affirme que rien, ni personne, n'a d'autorité sur lui. Et c'est pour cette raison qu'il séduit les femmes, qu'il s'autorise à séduire les femmes, à leur mentir, à les quitter comme bon lui semble, à leur faire toutes les promesses qu'il veut qui ne seront jamais tenues, parce qu'il fait ce qu'il désire faire. Et si son désir le porte vers une femme ou vers une autre, et ben Don Juan s'autorise à le faire. Mais on voit bien que s'il le fait, ce n'est pas simplement par, disons, ce n'est pas gratuit. C'est parce que ces actes sont sous-tendus par une pensée qu'on appelle libre pensée ou même libertinage. C'est pour cela qu'il séduit les femmes. Mais Don Juan est un libre penseur, un libertin, avant d'être un séducteur. C'est parce qu'il est libre penseur qu'il est séducteur. Voilà. Et donc on comprend bien que s'il est libre penseur, s'il ne croit en rien ni personne, Don Juan ne croit pas non plus en Dieu. Ça, c'est important. C'est parce qu'il ne croit pas en Dieu qu'il n'a pas de morale, et donc il peut séduire toutes les femmes qu'il veut. Mais à la fin, tout de même, c'est bien une figure surnaturelle qui le tue, avec cette fameuse statue du commandeur, qui est la, la statue de l'homme, d'un homme qu'il a tué précédemment, et qui va venir le venger, qui va venir se venger à la fin, et qui va le tuer. C'est donc bien une figure surnaturelle qui va le tuer, et on a bien vu que Don Juan ne croyait pas aux choses surnaturelles. C'est donc tout à fait paradoxal. Alors revenons maintenant au Don Juan, à la mise en scène de Don Juan de Jean-Lambert Wild, que je vous avais demandé de regarder. Alors qu'est-ce qu'on a pensé de la pièce? On a vu d'abord que dans cette mise en scène, Don Juan représente davantage le mal, ou peut-être même la folie, que la séduction. Don Juan n'est pas particulièrement séducteur dans cette scène, mais il apparaît comme quelqu'un de fou et quelqu'un qui aime faire le mal pour le mal. Voilà. Il est sans cesse dans une attitude de défi vis-à-vis des autres. Les autres l'encouragent à faire preuve de morale, à faire preuve de retenue, et Don Juan, lui, passe son temps à dire non, et il n'a aucune limite. Don Juan n'a aucune limite dans cette mise en scène, jusqu'aux confins de la folie. On avait remarqué aussi que l'accoutrement de Don Juan est étrange. Il ressemble effectivement ici à un clown. On pourrait dire que c'est un clown blanc, qui est, dans l'art du cirque, le clown blanc est typiquement plutôt triste, mélancolique. Et il peut faire rire le clown blanc, mais souvent il fait rire de lui-même. Et c'est souvent un rire un petit peu plus grave que le rire des autres clowns. Enfin, l'atmosphère où se déroule la pièce, une atmosphère, disons, caribéenne, elle est étrange et inquiétante.
et presque, oui, surnaturel. Voilà ce qu'on pouvait dire d'abord de cette mise en scène de Jean Lambert Wild. Ensuite, je vous avais demandé à quel personnage de fiction populaire américaine ce Don Juan peut-il faire penser? Et bien tout simplement, effectivement, ce Don Juan rappelle quand même furieusement la figure du Joker dans les comics américains. Le Joker, c'est l'ennemi juré de Batman, ce qu'on peut appeler son némésis. Mais surtout, là, le Joker, comme ce Don Juan-là précisément, il souhaite faire le mal pour le mal. De même que Don Juan. Don Juan semble s'acharner, comme on le disait tout à l'heure, à détruire tout ce qu'il touche, tout ce qu'il voit. Pour le simple plaisir de le faire, et en cela, il semble se rapprocher de cette figure populaire américaine qu'est le Joker. Alors, où peut-on imaginer que l'action se passe? Ici, effectivement, d'après le décor, on a l'impression que ça se passe dans une île, disons, des Caraïbes, ou en tout cas, une île tropicale. Voilà, une ambiance de pirates et de déréliction. On peut remarquer aussi que l'état de santé de Don Juan est mauvais. À plusieurs reprises, Don Juan tombe, Don Juan s'effondre, il s'évanouit ou manque de s'évanouir. Et de plus, il est très probablement alcoolique, ou en tout cas, il a un penchant très prononcé pour l'alcool. Ici, Don Juan entretient un rapport avec la mort très complexe. On peut même dire que, en cela, Don Juan est tout à fait autodestructeur. Il essaye de détruire tout ce qu'il touche, mais en essayant de détruire tout ce qu'il touche, c'est lui-même quelque part qu'il détruit. Et en cela, ce Don Juan-là, le Don Juan que nous propose Jean Lambert Wild, est très différent du Don Juan de Molière où, chez Molière, Don Juan semble vouloir imposer ses vues à la société. Là, ici, le Don Juan de Jean Lambert Wild, il semble vouloir mourir. Et il agit ainsi parce qu'il semble vouloir mourir. Voilà. Et Don Juan, effectivement, cette autodestruction confine à la folie. Cette volonté d'autodestruction confine à la folie. Voilà. Et donc on voit bien que le côté séducteur de Don Juan, ici, dans cette pièce, est finalement assez accessoire. C'est d'abord un homme qui défie la mort. Mais il y va quand même à la mort. Et tout le monde lui dit, dans la pièce, qu'il va vers la mort, mais il y va résolument. Voilà. Alors, passons à notre grand 3, qui est, on va se demander maintenant comment est-ce qu'on va faire pour réécrire Don Juan, et donc avant de commencer à réécrire, il faut se mettre d'accord sur quels sont les passages qu'on va réécrire. Donc quels sont les 5 moments que nous avons conservés dans la mise en scène de Jean Lambert Wild afin de pouvoir la réécrire. Alors d'abord, vous avez choisi de commencer la pièce par Don Juan quittant Elvire. Donc je vous rappelle, Elvire arrive, éplorée, et dit que elle est prête à épouser Don Juan. Mais Don Juan lui signifie que non, il s'est désormais lassé d'elle et qu'il va partir. Elvire est effectivement folle de colère à ce moment-là. Ensuite, la deuxième scène que vous avez choisie, ce serait ce fameux débat entre Don Juan et Sganarelle sur l'existence de Dieu. Don Juan arrive à prouver, en tout cas essaye de prouver à Sganarelle que Dieu n'existe pas, et Sganarelle se laisse un petit peu berner, manipuler par les artifices oratoires de Don Juan. La troisième scène que vous avez choisie, et qui là est bien différente de celle qu'on observe dans le livre, c'est Don Juan rencontre Charlotte, la paysanne, et il la tue. En tout cas, c'est hors champ quand il la tue, mais on entend distinctement un bruit de pistolet, et Don Juan, ivre de folie, pour des raisons qu'on explicitera plus tard, qui sont assez troubles et équivoques,
Don Juan la tue. Ensuite, dans une quatrième partie, on voit que il y a un retour d'Elvire. Elvire revient, mais cette fois-ci, elle n'est plus ivre de colère, puisqu'elle n'est plus la femme quittée, mais elle est redevenue pieuse, et elle essaye de convaincre Don Juan de renoncer à la débauche. Don Juan, évidemment, se moque d'elle, ignore complètement ses avertissements, et donc à la fin, la statue du commandeur se réveille, le commandeur qui est cet homme que Don Juan avait battu en duel précédemment, et la statue du commandeur tue Don Juan. La manière dont il le tue, sera à votre convenance. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait proposer comme découpage pour Don Juan, et à la prochaine séquence, nous nous attellerons à réécrire Don Juan selon ce plan. Pour finir, à propos des petites capsules vidéo que vous deviez me faire, je vous propose ce qu'on appelle les droits du lecteur, établis sur le modèle, si l'on veut, des droits de l'homme et du citoyen. Il se trouve que, selon l'auteur Daniel Pénac, le lecteur a aussi des droits, et il a entrepris de les lister. Donc je vais vous les rappeler. Certains de ces droits du lecteur, je vous le précise, sont en contradiction avec ce que l'école propose. Parce que par exemple, le premier droit du lecteur, selon Daniel Pénac, ce serait vous avez le droit de ne pas lire. Il se trouve que moi, en tant que professeur de français, je contreviens souvent à ce droit en vous demandant de lire, en vous obligeant presque à lire. Le deuxième droit que vous avez en tant que lecteur, c'est de sauter des pages. Quand les choses ne vous plaisent pas, quand vous vous ennuyez, quand vous ne trouvez pas ça intéressant, vous avez le droit de sauter des pages pour revenir à un endroit que vous préférez. Voilà. Vous avez aussi le droit de ne pas finir un livre. Si vraiment le livre que vous êtes en train de lire vous semble insupportable, ennuyeux, long, que vous n'y trouvez pas votre compte, vous avez le droit de vous arrêter et de ne pas finir ce livre-là. Et normalement, sauf peut-être votre professeur de français quand il vous l'a demandé, normalement personne ne devrait pouvoir vous reprocher de ne pas avoir fini un livre. Vous avez également le droit de relire vos livres. Si vous avez aimé un livre, ou seulement un passage, ou si vous n'avez pas compris ce livre, vous avez le droit de le relire. Moi-même, je le fais souvent. Je relis souvent des passages, soit parce que je ne les ai pas compris et que je souhaite approfondir ma connaissance de ce texte, ou alors parce que je l'aime tellement que j'y retourne, parce que j'ai envie de me replonger dans ce que j'ai aimé. Vous avez aussi, évidemment, le droit de lire n'importe quoi. Le droit de lire seulement des choses qui vous attirent, et même si ce sont des choses que la société considère comme banales ou faciles, ou vulgaires, vous avez le droit de les lire aussi. Vous avez le droit au bovarisme, c'est-à-dire, d'après Madame Bovary de Flaubert, vous avez le droit de vous évader dans la fiction jusqu'à oublier le réel, ou peut-être même jusqu'à confondre le réel avec la fiction. C'est votre droit. Et c'est même une des raisons pour laquelle on lit le bovarisme. On oublie le réel et on se plonge dans la fiction. Vous avez le droit de lire n'importe où. Pas seulement dans votre chambre, mais aussi peut-être dans un lieu public, sur un banc, dans la cuisine, au lycée, n'importe où. Vous avez le droit de grappiller dans un livre, c'est-à-dire de lire seulement un extrait, un chapitre, une scène. Vous avez le droit de lire un seul poème. Voilà. Vous avez le droit de lire à voix haute. La lecture n'est pas forcément une activité discrète. Vous avez le droit, si vous le souhaitez, de mettre en voix un texte. Et d'ailleurs, certains textes se prêtent beaucoup mieux à la mise en voix, à la lecture à voix haute, qu'à la lecture à voix basse. Et notamment les textes théâtraux, pour les raisons qu'on vient de voir. Vous avez aussi, bien sûr, le droit de vous taire, c'est-à-dire le droit de ne rien dire d'un livre, si vous n'avez pas envie d'en parler, vous n'êtes pas obligé, sauf, bien sûr,